si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis rue du Houblon. Alors, non pas dans une brasserie quelconque, mais dans une ancienne imprimerie qui a été par la suite l'ancien musée de la BD et aujourd'hui est un bureau d'architecture de Frédéric Hazewood que vous ne connaissez pas, alors je vais tout de suite vous le présenter. Frédéric a créé son entreprise il y a environ 5 ans. Bonjour Frédéric. Bonjour. Tu vas bien? Très bien. Donc il y a 5 ans que tu as créé, ça s'appelle comment, Frédéric Hazewood Architecture, tout simplement. Mais tu n'es pas tout seul dans le bâtiment, non. Vous êtes pratiquement 12 à travailler on est une douzaine dans le bureau. Exact, on est une douzaine de collaborateurs à travailler en fait ici. On travaille sur différents projets à Bruxelles, en Wallonie, à l'étranger. Donc, je disais, c'est l'ancien musée de la bande dessinée. Tu as donc un espace gigantesque que on peut le découvrir, hein, si on veut. On va tout de suite voir que c'est assez grand. Et que tes collaborateurs ont de l'espace maintenant pour travailler, parce qu'avant tu étais dans une toute petite maison. Dans une petite maison qui avait un passé un peu historique mais tout petit, donc ils avaient 1,50 m chacun pour travailler. Oui. Voilà, aujourd'hui ils ont des grands box complètement circulaires où soit on bosse sur l'ordi, soit on se retourne et on a un peu de place pour étaler les plans. Voilà, donc effectivement l'espace est suffisamment généreux pour pouvoir être à l'aise et encore se développer. C'est quoi la patte de Frédéric Hazewood Architecture? Est-ce que si on a besoin de définir ton architecture, qu'est-ce qu'on pourrait dire en fait? Alors d'une manière générale, on essaie de travailler sur une architecture qui est un peu audacieuse, oui. Un peu, on va dire, percutante, même si parfois on n'y arrive pas toujours, et en tous les cas de travailler à différentes échelles. Moi ce qui m'amuse, c'est de travailler sur des projets tout petits, comme sur des projets urbains ou des bâtiments administratifs, et donc d'avoir différentes échelles de projets. Mais est-ce que tu préfères, dans l'architecture contemporaine que tu réalises, faire des projets qui, je sais pas, qui est plus une architecture objet, où tu vas quand même, donc pour qu'on la reconnaisse, ou tu vas plutôt te dire non, je vais m'effacer et faire en sorte Non, s'effacer jamais. En tous les cas, on essaye. Il y a toujours un client qui est en face, donc on essaie toujours de répondre un petit peu à sa demande, mais en fonction de un peu nos envies aussi. Et donc, en tous les cas, on ne s'efface jamais, on marque l'espace, le territoire, avec quand même certaines règles, hein, donc on n'est pas toujours au-delà des règles, mais en tous les cas, d'essayer d'apporter quelque chose à la réflexion de l'architecture et du contexte dans lequel on s'intègre. Alors en parlant de règles, justement, on va quitter le bureau d'architecture pour aller voir une maison à Uccle où tu n'as respecté aucune règle. Donc, pas beaucoup. Donc tu me mens déjà. Non, c'est-à-dire que j'ai respecté les règles, c'est juste qu'il faut savoir déroger aux règles. C'est ça. Donc effectivement, on a un canevas dans lequel on doit essayer de respecter en tous les cas ce canevas. Oui. Et puis à partir du moment où on a un très très bon dialogue avec la ville, ben voilà, d'expliquer un petit peu la philosophie du projet et en règle générale d'essayer de justifier pourquoi on déroge et quel est le plus que ça peut apporter. Alors ça, je trouve ça intéressant comme discours parce que j'ai souvent l'impression, lorsque j'interviewe des architectes, qu'ils sont enfermés dans une boîte qui leur est imposée et ils expliquent, ils passent beaucoup plus de temps à expliquer le coup de crayon qu'ils ont mis sur leurs feuilles pour dessiner leur architecture contemporaine à des personnes qui ne sont pas toujours à l'écoute. On va voir dans des projets qu'ils ont par contre été très à l'écoute, même si ça a pris du temps. Ça peut prendre 1 an ou 2 ans pour arriver à bien faire passer le message, mais lorsqu'il est justifié, ben on a quelque chose d'intéressant. Avant de partir à Uccle, c'est quoi cette petite caravane? C'est le début, tu dis, voilà, tout démarre par une... Tout démarre en fait ici. En général, on fait nos réunions le lundi matin. C'est un peu notre salle brainstorming. Ça veut dire que... Ah, c'est une vraie... Une vraie salle de réunion. Non, attends, on va aller voir... On va voir si on sait s'installer. Alors effectivement, nous sommes
Nous sommes donc dans la caravane qui est cadrée en fait pour voir les derniers vestiges du musée de la BD. Oui, qui est juste là effectivement. Et ensuite, on est dans un esprit tout rouge parce que ça stimule. Donc c'est ici qu'on se réunit donc tous les lundis matins où on voit aussi des clients. Donc tu as pu remarquer qu'il n'y a pas de table. L'idée en tous les cas ici, c'est pas prendre de notes, c'est juste de réfléchir. Ah d'accord. Bon, alors on va arrêter de réfléchir et d'un claquement de doigts, je te propose de le faire et on se retrouve alors à Uccle. Très bien. Ben, claque des doigts si tu veux. Bon. Nous voici donc à Uccle, Frédéric, juste derrière les bureaux d'un architecte assez connu qui s'appelle Philippe Samin. Exactement. Alors, nous sommes dans une maison. Tu me dis si je me trompe. Combien de mètres carrés? C'est déjà pas. Elle est très grande. Elle a un peu plus de 600 mètres carrés. Tu parles de la maison ou du terrain? La maison. La maison. Et le terrain? Un peu moins de 1000 mètres carrés. Il y avait une maison ici, donc les propriétaires ont acheté une maison avec un terrain. Ils n'aimaient pas la maison. On rase la maison et on reconstruit une toute nouvelle maison contemporaine. Pour l'instant, c'est un chantier, donc tu vas un peu m'expliquer parce que je ne vois pas très bien où nous sommes. Il y a quand même quelques petites choses que je remarque. Premièrement, les plafonds sont quand même plus hauts que ce que je vois généralement de ce qu'on construit. On est quoi, à 3 mètres de haut? On est à 3,60 mètres d'auteur, ce plafond. Enfin, aujourd'hui, on est à un peu plus de 4 mètres, mais bon, entre les dalles et les faux plafonds, on sera à peu près à 3,60 mètres, 3,70 mètres d'auteur. C'était une volonté de l'architecte, une volonté du propriétaire? Les deux. Les deux. Les deux. C'est pas un peu difficile à chauffer, 3 mètres? Alors ici, on a trouvé un système performant en fait au niveau du chauffage. C'est que ce n'est ni un chauffage au sol ni des radiateurs traditionnels, mais un chauffage au plafond. Donc, ce qui permet d'avoir le choix du revêtement de sol, pas avoir de contraintes au niveau des murs, et en tous les cas d'avoir un rayonnement, ce qui en fait pousse la chaleur vers le bas, ce qui est une des situations idéales quand on a des grandes hauteurs comme celle-ci. Alors on a aussi de très très grandes baies vitrées. C'est un bâtiment qui sera extrêmement lumineux. On a effectivement dans le grand salon et dans le petit salon des très grandes baies vitrées dont la hauteur fait total. C'est-à-dire qu'on est sur la composition maximum du vitrage possible, c'est-à-dire 3,30 mètres sur 6 mètres. Donc on est sur vraiment des très très grands vitrages du sol jusqu'au plafond. Mais on a la même chose dans les chambres aussi. On est un peu moins haut, on est quand même à 3,10 mètres, mais la volonté est de créer en tous les cas presque une continuité entre intérieur et extérieur. Donc, pas de châssis visible et donc vraiment une vraie transparence de part et d'autre. Et comme partout, l'ensemble, on a, comme tu l'as dit, 600 mètres carrés, mais on a des pièces très spacieuses, des chambres qui ont chacune leur salle de bain, avec des dimensions qui sont plus grandes que ce qu'on a l'habitude de faire également dans de la promotion, etc. Et puis une chambre des parents qui là est... Ah oui, c'est le principe de la mètres carrés. Voilà, c'est le principe de la master bedroom, c'est-à-dire une très grande chambre mais dans laquelle on ne range pas ses vêtements, un grand dressing avec un puits de lumière, ce qui permet de ne pas avoir de contraintes de vue et de rentabiliser en tout cas au maximum les dressings sur les murs, et une très très grande salle de bain, pareil, sans vue sur l'extérieur mais avec un puits de lumière. Un dressing, mais il n'est pas le seul, puisque dans la cave on a également un deuxième dressing pour l'entre-saison. Et puis il y avait quand même des demandes un peu particulières des propriétaires. On va un peu se déplacer et ici, on est donc dans... comment est-ce que c'est quoi c'est l'entrée. La porte d'entrée étant vraiment juste en face de nous. Qui laisse en fait, on va dire, un axe de transparence vers le jardin. Mais on est aussi sur un peu le nœud des circulations qui communique aussi bien vers le sous-sol que vers les étages et qu'on a voulu garder de manière le plus lumineuse possible. Lumineuse parce qu'effectivement, il y a un puits de lumière à l'étage qui sera vitré et qui va donc amener de la lumière dans le hall que je vais appeler le hall de nuit puisqu'il donne la circulation dans toutes les chambres, mais qui donne également la lumière ici. Très belle lumière, un peu verdâtre. C'est les bâches de protection.
sur l'escalier qui sera entièrement en verre. Et c'est important parce que dans ton architecture, tu aimes l'idée du vertige. Exactement. L'idée, en fait, c'est que les hauteurs sont très grandes. Donc, pour pouvoir accéder entre les différents niveaux, j'aime bien l'idée, en tous les cas, d'une mise en espace ou une mise un peu abyssale, en tous les cas, de l'espace. Donc, qui fait que quand on l'utilise au quotidien, on a toujours cet effet de surprise, que ce soit pour la lumière, que ce soit pour les espaces de circulation. Et donc, effectivement, on aura une vue sur 7 mètres et on marchera sur des dalles de verre. Mais non seulement pour ça, mais les clients sont aussi des collectionneurs d'art contemporain. Oui. Et donc, ils ont un très très bel objet dans lequel il sera posé sur une dalle de verre pour aussi bien être vu de face, du haut, mais du dessous. Donc l'objet sera placé ici, mais sera inaccessible parce qu'il y a une sorte de panic room. Exactement. Donc dans l'idée, c'est qu'on puisse en tous les cas s'isoler à l'étage avec un mur en acier dont la porte est complètement dissimulée à l'intérieur, qui permettra de s'isoler à l'étage en cas de cambriolage. C'est ça, donc en fait il y aura une grande vitre ici, et là le mur que l'on voit juste derrière moi, la porte sera la porte Panic Room. C'est un budget presque illimité, ça fait la joie de l'architecte quand même. Oui, c'est un vrai bonheur de pouvoir travailler sur ce genre de projet. Les clients nous écoutent beaucoup, on leur propose des choses, ils nous suivent parfois pas, donc on teste effectivement beaucoup de choses, on dessine aussi beaucoup de choses, des éléments qui sont intégrés comme du mobilier, les salles de bain. Voilà, c'est un vrai bonheur pour un architecte de pouvoir créer de la poignée de porte jusqu'au bâtiment global. Alors Frédéric, je dois bien t'avouer que je reste un peu sur ma faim parce que tu m'as promis de voir après tes bureaux, de voir ce qu'il y avait, mais c'est toujours un chantier. Donc oui. Moi je propose que l'on se quitte aujourd'hui, mais on va se retrouver pour une autre émission où on va aller voir une maison qui est finie, ou un loft, pourquoi pas. Un des deux, ou les deux. Ça, ce sera dans une prochaine émission d'Archi Urbain. Frédéric, je te remercie. On peut voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci, à bientôt. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misterema.com. Art Tendance People.